moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurentiis pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut, ça va ou quoi? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler foot africain et on va parler plus particulièrement du Maroc. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un sujet qui va t'inspirer. Mais bon. Donc maintenant, vous commencez à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Maroc est-il le favori numéro 1 de la prochaine CAN? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Reda, lui, va défendre évidemment la théorie du oui. Donc, toujours OK, mon copain? Ouais. Allez, c'est parti. Je lance mon chrono. On y va. Alors, je sais que tous les signaux sont au vert pour le Maroc avant de démarrer cette CAN. La sélection, elle reste sur une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. Je n'ai pas besoin forcément de revenir dessus, mais la participation dans le dernier carré de la dernière Coupe du Monde, ça montre déjà clairement le niveau de la sélection. Et vu que c'est il y a moins de 12 mois, je pense qu'entre-temps, cette sélection, elle n'a pas perdu énormément. La preuve, quand je regarde un petit peu les précédents matchs, je vois une victoire, certes en amical, mais quand même contre le Brésil de buts à 1. Ok, il y a une défaite contre l'Afrique du Sud en qualif, mais l'essentiel est fait. La sélection est 13e au classement FIFA. Donc, logiquement, tout devrait sourire au Maroc. Mais cette année, on va pas se mentir, il y a quand même du monde qui me paraît aussi bien armé dans cette CAN. Et voilà, je porte leur maillot aujourd'hui, mais je pense spontanément au Nigeria, qui, à mes yeux, a la meilleure attaque du continent. Bon, après, on pourra discuter. Mais je pense aussi évidemment au Sénégal, qui est tenant du titre, avec une génération qui va, je pense, vouloir boucler un peu en apothéose son parcours à la CAN. Mais si je regarde aussi d'un peu plus près, il y a aussi l'Algérie qui a des arguments. Après l'élimination pour la dernière Coupe du Monde et depuis que Gouiri et Aouar sont arrivés, il y a un espèce de vent d'optimisme qui arrive au-dessus de l'Algérie. Donc, eux aussi, j'ai hâte de les voir. Et puis, je peux pas oublier aussi le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, parce que ça va être difficile de les sortir aussi. Et puis l'Égypte, qu'on sous-estime à chaque fois, mais qui est toujours présente. Et puis, je pourrais aussi te dire la Tunisie, le Ghana, je pourrais aussi te dire le Cameroun. Bref, en gros, il y a beaucoup trop d'équipes cette saison pour la prochaine CAN pour me dire que le favori numéro 1, c'est le Maroc. Maintenant, je fais d'ores et déjà un pas vers toi. Le Maroc fait partie, par contre, des favoris, mais pas le favori numéro 1. Voilà pour ma part. Allez, je te lance le chrono. C'est parti, mon copain. Alors pour moi, du coup, le Maroc fait partie des grands favoris. Et pour moi, est le grand favori. Bah, comme tu as dit, à la Coupe du Monde 2022 qui a été un succès de fou pour le Maroc. Et ce qui est important, c'est qu'on reste dans cette continuité-là. Il y a eu des matchs amicaux, il y a eu le Brésil, etc. Et le groupe, en fait, il a pas énormément changé. On a gardé quasiment le même 11 qu'à la Coupe du Monde. Parce on ne change pas une équipe qui gagne, même s'il y a deux, trois ajustements à faire. Il faut noter aussi l'arrivée de nouveaux binationaux. On a Amin Adli qui nous a rejoint récemment. Là, ce rassemblement-là, il y a eu Sofiane Diop, même si voilà, on peut en reparler. Et on a d'autres dossiers chauds sur la table. Donc, ça montre que même on a des armes encore. Et aussi, on s'est renforcé avec, du coup, même si ça n'a pas fait autant de bruit, la génération U23 qui a gagné la CAN cet été. On a énormément de renforts et beaucoup de talents qui sont jeunes. Et on a notre coach, du coup, Regragui, qui fait confiance à ces jeunes-là. Et on a de nombreux jeunes qui sont appelés. Je pense notamment à Bouchouari. Je pense à Saïbari, qui est très bon avec le PSV. Et d'autres joueurs qui ont largement leur place dans ce groupe-là.
Donc, c'est vraiment important. On sait que dans cette compétition-là, il faut avoir voilà, un groupe qui est soudé, un groupe qui a de la rotation, qui a de la profondeur de banc, et c'est ce qu'on a. On a aussi un Regragui qui connaît bien les compétitions africaines. On sait notamment la saison dernière qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Wydad. Et du coup, qui a fait le doublé avec la Botola. Donc, le football africain, il connaît. Donc, ça peut être aussi un argument en notre faveur. Et malgré, on sait qu'il y a certains joueurs qui sont un peu sur une pente descendante cette saison-là, je pense que l'effectif et les nouveaux prospects qui arrivent derrière, je pense que ça peut être une des armes, l'arme principale du Maroc pour gagner cette CAN-là. Parfait. Alors, en plus, tu as respecté le timing parfaitement. Là, écoute, là, tu as bien défendu, la sélection marocaine. Bon, après, comme je te l'ai dit, moi, dès le départ, je suis pas en train, je vais pas partir du tout sur un argumentaire en démontant le Maroc ou en te disant que, voilà, spontanément, le Maroc va pas aller loin. Non, ils ont, je pense assez logiquement, l'effectif, comme tu as dit, pour aller au bout. J'insiste sur un truc que tu as dit, c'est la rotation. J'ai la sensation aussi, ouais, que pour certains postes, il y a quand même du choix. Regragui, il a du choix. Maintenant, moi, Ouais. spontanément, là où je tique un petit peu, c'est la défense. Est-ce que défensivement, alors après, on l'a vu, peut-être individuellement, c'est peut-être pas ce qui claque le plus, ce qui est le plus clinquant, mais Regragui avait réussi à trouver la bonne formule. Là, est-ce que défensivement, la défense du Maroc, avant cette CAN, elle est toujours au niveau? Tu vois, là, dis-moi toi plutôt qui les suit bien. Alors, la défense, moi, je dirais que c'est même pas on va dire, le point noir, on va dire, de cet effectif-là, mais on y reviendra plus Mhm. tard. Défensivement, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout pour la charnière centrale. Mais on a un Saïs, bah, du coup, qui a été transféré du Beşiktaş, où du coup, il a eu un transfert qui a capoté à Al Sadd, donc Qatar. Au final, il joue en Arabie Saoudite. On a un Aguerd qui est beaucoup moins décisif qu'en Coupe du Monde et même que la saison dernière. La saison dernière, avec West Ham, il marchait sur l'eau limite. Et là, cette saison-là, je trouve qu'il est sur une pente descendante et c'est un peu le cas de beaucoup de titulaires du 11. On a un Hakimi en sélection qui, personnellement, je trouve plutôt décevant. Je trouve que c'est en demi-teinte comparé à ses performances qu'il fait avec le PSG. Là, on sait que cette saison-là, il monte en puissance dans l'effectif de Luis Enrique. Et Depuis on a la, depuis la, juste, je te coupe juste sur Hakimi, même depuis la Coupe du Monde, tu le trouves, on va dire, en sélection, moins. Parce qu'il sort une grosse Coupe du Monde, hein, quand même, je trouve, ouais, Hakimi. Hein. Mais la continuité, non, tu le trouves redevenu un peu plus classique, un peu plus normal? bah, perso, en club, non. En Mhm, sélection, il y a eu le match contre le Brésil. Et mhm. ensuite, il y a eu des matchs contre le Cap-Vert, contre l'Afrique du Sud. Et moi, le match qui m'a le plus fait tiquer, c'est le match contre la Côte d'Ivoire. Et je l'ai Ouais. trouvé qui retombait en fait trop dans un rôle de latéral basique et qui perdait Mm. son côté offensif. Et comme on le sait, c'est une de ses qualités premières. Et je l'ai trouvé décevant dans ce domaine-là. Mais pour sa défense, c'est pas entièrement de sa faute parce qu'on sait que voilà, euh, le milieu de terrain, il était vraiment remanié et même les titulaires, ils sont un peu en décadence. Et Et je en veux aussi. plus, oui, puis en plus, on peut forcément dire, on peut aussi s'arrêter 2 secondes, enfin pas s'arrêter, mais préciser aussi que voilà, il a eu des affaires un peu perso, extra-sportives, qui ont pu aussi peut-être un petit peu le toucher. Et c'est pour ça, moi j'avais la sensation, maintenant je vois pas tous les matchs du Maroc, mais j'avais la sensation que la Coupe du Monde 2022 lui avait donné, on va dire, un peu la plénitude et que derrière, bah, il allait un petit peu continuer, on va dire, sur cette lancée-là en sélection, c'est-à-dire ça y est, maintenant s'imposer vraiment comme un leader incontesté et un taulier qui pousse un petit peu les autres. Mais bon, peut-être qu'il a peut-être un petit peu de mal à passer ça, peut-être. Bah, c'est ça ce qu'on attend vraiment de lui et je trouve que c'est ce qui lui manque, c'est ce côté leadership parce qu'on sait voilà, que Hakimi, c'est un des hommes forts de cet effectif-là. Ah Et je ouais. trouve que c'est ce qui lui manque. Après, pour sa défense, il est encore un peu jeune. Il peut, on va dire, manquer encore un petit peu d'expérience
sur la scène internationale. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien le voir plus s'affirmer dans ce rôle-là. Et du coup, pour finir sur la défense, je vais parler un petit peu Ouais, ouais, de bien sûr, vas-y, vas-y. Mazraoui, la crevette. On l'a vu, malheureusement, on a vu Regragui l'utiliser dans un rôle de 6 pour Ouais. remplacer Amrabat qui n'a pas été appelé depuis deux rassemblements, si je ne dis pas de bêtises. Mais côté gauche, c'est vrai que Mazraoui, c'est quand même un homme fort, on va dire, de cet effectif-là. Je trouve qu'il lui manque juste de la continuité pour vraiment s'affirmer à son poste. Mais Mhm. pour moi, ça reste un des éléments forts, on va dire, de cette défense-là. Donc toi, Et t'es pas après, très inquiet en fait sur la défense. défensivement, je suis pas trop inquiet parce que Regragui, il a écouté les conseils de nombreuses personnes qui lui réclamaient d'appeler Younis Abdelhamid, Ouais. qui est Bah oui. un des joueurs les plus absents, on va dire. Ce mec-là, il mérite d'être appelé depuis au moins la Coupe du Monde 2018. Ah ouais, et puis en plus, vraiment, tu vois, c'est que non seulement sur le terrain, voilà, c'est un bon défenseur de Ligue 1, sans problème, mais alors en termes de mentalité, franchement, il est, Ouais. mais enfin, c'est une crème. Vraiment, c'est une vraie crème, Abdelhamid. Donc, Ah, pour euh, moi, donc pour un vestiaire, pour un Regragui qui a peut-être besoin à certains moments, tu vois, de leader, tout ça, j'avoue, j'avais pas forcément pensé, parce que c'est vrai que depuis des années, il est pas, ah, il est pas dedans, il a tu vois. 34 ans, il a 2 sélections, alors que le mec, c'est un taulier en Ligue 1. Et même pour moi, je le considère comme un Saïs bis en Ouais, ouais, termes ouais, ah ouais, non, mais clairement, c'est. de leadership, même en termes de performance défensive, ça reste quelqu'un qui est très, très solide. Mhm. Ça, c'est toujours bénéfique dans une compétition comme une CAN d'avoir un joueur comme ça Donc il dans a été ton appelé. ouais, Il a été appelé par Regragui. D'accord. le rassemblement là qu'il a appelé et il commence déjà à se faire une place solide dans cet effectif-là et pourquoi pas suppléer Saïs ou même tourner avec Aguerd dans charnière centrale, ça peut être vraiment un choix Ouais. que Regragui. Donc toi, c'est pas la défense qui t'inquiète, c'est plus quoi? C'est plus le. Et le milieu de terrain pour moi est le poste de numéro 9. Parce que, en fait, le milieu de terrain, on l'a vu déjà. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, on est resté dans la continuité de la Coupe du Monde. Mhm, Mais le problème, en fait, c'est qu'on a gardé le même milieu à trois, donc Amrabat, Ounahi et Amala. mhm, Le problème, c'est que quand ces joueurs-là, ils sont en forme, ils sont très, très bons. mhm. Mais quand il y en a un qui est en méforme ou qui est blessé, Ouais. etc., La l'équipe, maillot, ouais. l'équipe, c'est pas juste le milieu de terrain, c'est l'équipe complète qui change. Et on l'a vu contre la Côte d'Ivoire, on l'a vu contre le Cap-Vert, on l'a vu contre l'Afrique du Sud. Quand Amrabat n'est pas là, c'est compliqué. Mm. C'est vraiment compliqué de faire le jeu, de récupérer beaucoup de ballons devant la défense, etc. On sait que Ounahi aussi, il a un début de saison qui est compliqué. Depuis la Coupe du Monde, avec la Il a un blessure. après-Coupe du Monde même, Unai. Je pense que c'est l'après Coupe du Monde qui est compliqué. Alors, est-ce que c'est le transfert à Marseille qui a été difficilement digéré, ou est-ce que c'est lui qui est victime un peu de méforme ou je sais pas. Moi, pour l'avoir vu plusieurs matchs à l'OM. La qualité, elle est là, il n'y a pas de problème. C'est juste là, pareil, la continuité. T'en parlais pour Mazraoui, bah, lui, c'est la même chose. La continuité, il n'y en a pas. Et depuis la Coupe du Monde, c'est problématique parce que c'est un joueur qui a de mémoire 23-24 ans et qui, Ouais, là, il est du coup. normalement, il doit être en situation d'enchaîner, en fait. Tu vois, il a perdu du temps dans le début de sa carrière en passant par le national, Angers et tout ça. Là, il arrive, il rattrape complètement le temps perdu avec une Coupe du Monde énorme et un transfert à l'OM derrière. Et malheureusement, ouais, l'essai n'est pas transformé derrière parce que pour l'instant, je te dis, c'est un gros point d'interrogation à l'OM. Et même là, est-ce que, on va dire pour Regragui, ça reste encore un homme fort? C'est-à-dire que là, comme il est blessé, de toute façon, il est obligé de faire sans. Ouais, c'est ça. Ben après, pour moi, au vu de ses dernières performances avec l'équipe nationale Mhm, et au vu des prospects qu'il y a, mhm. euh, Ounahi, je ne le mettrai pas dans mon 11 titulaire. Pour moi, il y a vraiment de la concurrence et il va falloir vite qu'il retrouve son niveau de Coupe du Monde. S'il ne veut pas se faire prendre sa place, je pense à Richardson, Mhm. qui, pour moi, c'est un des espoirs les plus prometteurs de cette équipe-là et qui a largement la place de faire sauter Ounahi et de prendre sa place. Il y a aussi Bouchouari, qui est très très bon avec Ouais, Saint-Étienne. Il n'est pas très connu, mais honnêtement, il peut jouer à sa place. Il y a El Azouzi qui joue à Bologne, ouais.
c'est bon. Franchement, la génération U23, il y a même Saibari avec le PSV Ouais, qui Saïbari, tu en as parlé tout à l'heure. Pour le coup, moi, je l'ai vu deux, trois matchs depuis le début de saison, que ça soit en barrage de Ligue des Champions et en Europa League depuis le début. Pas en Europa League, en Ligue des Champions, justement. Il est très, très bon, hein. Il est très, très bon, hein. Ouais, bah même il a fait une CAN U23 qui vraiment. Ah, Il a sorti. il fait partie de la Ouais, génération Canu 23 aussi, lui. ouais. Et ouais, pour moi, la concurrence au milieu de terrain, elle est rude. Et Amala, honnêtement, il est dans le même souci que Ounahi. Amala, déjà, c'est un joueur qui, voilà, c'est vraiment un travailleur de l'ombre. C'est pas le Mhm. mec qui va retenir ton attention dans le 11 de départ, mais quand il n'est pas là, tu le sens. Et depuis la Coupe du Monde, pareil, il a un transfert à Valence qu'il a À du mal Valence, à ouais. dire. Il a été blessé. Honnêtement, avec la concu qu'il y a entre les U23 et les remplaçants bah, du coup de cet effectif-là, Mhm. les deux, s'ils ne retrouvent pas leur niveau de Coupe du Monde, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Bah, Et, le truc, c'est que la CAN, c'est pas dans un an, en fait, hein. Donc, dans un an, là, là, le Maroc, ouais, surtout que là, le Maroc, bah là, du coup, il y a 2 matchs de préparation entre guillemets. Nous, le Maroc, on en a un. Mhm. Il y a des joueurs qui font leurs preuves à ce moment-là. Ça les assure pas aux deux de rester titulaires pendant la Coupe d'Afrique. Ah bah non, non, non. Et là, par exemple, là, que tu me parles d'Amrabat qui est pas là en sélection, c'est quoi? C'est parce que c'est blessure. C'est blessure. Euh, non, c'est Monu qui veut le préserver apparemment. Bah là, ça fait deux rassemblements qu'il n'a pas été appelé parce que à United, il n'y a plus de défenseur gauche. Il faut dire aussi qu'Amrabat, depuis le début de la saison, il ne joue pas à son poste. Ah oui, non, non, bah, pour l'instant, c'est une des grosses déceptions, mais Ouais, c'est ça. est-ce que c'est réellement de sa faute quand on voit que son utilisation arrière droit, arrière gauche, milieu à deux, enfin, à plein de moments, il n'est pas mis du tout dans sa zone de confort. Ouais, il n'est Euh, pas dans le confort. Mais après, voilà. ah, Amrabat, Après, c'est peut-être à l'image, justement, de cette fameuse Coupe du Monde et ce fameux exploit avec le dernier carré et le parcours avec l'élimination de l'Espagne et du Portugal, c'est que c'est difficile à digérer pour certains joueurs. Et c'est ça. et même, on va dire, avec une certaine expérience, bah, évidemment, moi, je pense spontanément à Hakim Ziyech. Bah, j'ai l'impression qu'un Hakim Ziyech qui, normalement, pareil, doit être un moteur, doit être un leader de cette sélection, bah, depuis un an, il s'est perdu en fait. Et que malgré un transfert où j'espérais énormément du côté de Galatasaray, bah, c'est difficile parce que le physique, enfin, ses blessures le reprennent et il n'arrive pas à avoir la continuité. Et c'est dommage, tu vois, parce que Ziyech, on est bien d'accord, s'il est à 100%, c'est un joueur que tout le monde va adorer. Ah, même côté offensif, j'allais y venir. Mhm. Euh, les trois de devant, c'est compliqué parce qu'on joue en 4-3-3. Les trois de devant, c'est compliqué. On a un Bouffal qui a marché sur l'eau pendant cette Coupe du Monde, qui a été transféré au golf parce il avait pas d'autre offre et qui s'est en plus de ça blessé juste avant la CAN. Il va être juste. C'est compliqué. On a un Oui, Harit. tu peux pas forcément miser sur un Sofiane Bouffal qui te refait la même chose qu'en 2022. Non, Et même, ça peut, il est capable, hein, on l'a déjà vu, capable oui, de perfs de ouf, mais on sait aussi ah ouais, l'irrégularité pas qu'il peut nouveau. avoir, et s'il est en plus pas à 100% physiquement, Bouffal, ça peut être compliqué. Même sa doublure, on a Amin Harit. Toi-même, tu sais que voilà, il Mhm. fait une saison avec Marseille, mais en sélection, c'est compliqué. En fait, Harit, c'est un joueur qui est bon en club, mais en sélection, il a du mal. Là, il a un but et je crois, il a une dizaine de sélections. Et ses performances, même au-delà des stats, ses performances avec le Maroc, elles sont très décevantes. Je trouve que Après, moi, je vais te donner un avis plus pour le coup de supporters marseillais qui regardent Amin Nadli Amin Harit, pardon, chaque week-end. Euh, Forcément, son histoire récente, elle touche forcément n'importe quel supporter parce que ce gars-là était peut-être à son prime juste avant sa blessure. Il était en train vraiment je trouve, euh, passer un cap. Et il avait même réussi à retourner un gars comme Tudor qui, entre guillemets, ne voulait pas de lui. Et il était en train de le faire changer d'avis. Et que cette énorme blessure qui l'enlève, qui lui retire la Coupe du Monde et la fin de saison derrière, forcément, ça va avoir un impact. Et logiquement, que
tu vois, c'est logique. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, vraiment, et j'ai la même sensation. C'est-à-dire que c'est un bon joueur. Maintenant, c'est évident, c'est pas lui, en tout cas là, à l'âge qu'il a, qui va te tirer la sélection, on va dire, vers le. Enfin, ça peut pas être encore un des leaders. Non seulement il n'a pas la légitimité, parce que tu me dis une dizaine de sélections et je suis pas étonné, et même dans sa maturité de joueur, il n'a pas encore ça. Il a encore ce côté encore un peu foufou. Il a encore ce côté un petit peu. euh, je dis pas dribble tête baissée, mais il n'utilise pas assez son QI foot. Alors que je pense que dans quelques années, ça sera un joueur qui sera beaucoup, beaucoup plus agréable, on va dire, à voir jouer parce qu'il aura cette maturité-là. Mais difficile, tu vois, je comprends. Tu as un Bouffal, c'est compliqué. Tu peux te dire Harit, mais est-ce que Harit, voilà, derrière, peut vraiment te tirer le Maroc vers le haut? Je sais pas. C'est pas le rôle dans lequel on l'attend, mais moi-même, par rapport à la blessure, ça, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est compliqué du jour au lendemain, tu es sélectionné avec le Maroc pour la Coupe du Monde et tu apprends que tu te fais les croisés. Et C'est c'est le vrai que dernier match, hein. C'est le dernier match. C'est à un quart d'heure de la fin du match. Tu vois, normalement, derrière ça, il a son sac et il part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là, en termes de trauma, je pense que là, le gars, il a pris, Ouais. mais c'est énorme ce qu'il a mangé. Ah, après, moi, je juge aussi par rapport aux performances avant on va dire, cette saison-là à Marseille, etc. Et c'est vrai qu'Arid, je l'ai trouvé assez décevant. Mais après, peut-être qu'il va me faire changer d'avis, mais c'est sûr que nous, on ne l'attend pas Bah, là, en maintenant, tout de suite, leader. bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, comme c'est l'objet de notre débat, pour la CAN 2024, bah, là, oui, Amin Harit, ça peut être un plus qui peut peut-être, sur certains matchs, soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, peut-être t'aider et peut peut-être faire la 10, mais clairement, on ne peut pas compter sur lui. Enfin, je pense que le Maroc peut pas fonder tous ses espoirs sur lui. Je pense par contre, à la limite, qu'un Amin Adli, par contre, Ouais, peut-être là justement s'affirmer en fait. Ça peut être sa compétition à lui pour le coup. justement, j'allais y venir parce que là, on a, comme tu as dit, Ziyech. Bon, après aussi, Ziyech, je le défends parce que voilà, c'est côté affect, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est pas évident de faire 3 saisons sur le banc avec Chelsea. Et après, voilà, t'es annoncé au golf. Au final, tu finis à Galatasaray. Bon, le transfert, il est plutôt moyen pour l'instant. En termes de rendement, etc., on a vu deux, trois coups d'éclat de Ziyech, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ah, Là, clairement, Ziyech, on l'attend en Ligue des Champions avec Galatasaray. C'est aussi, on va pas se mentir, c'est pas pour aller gagner le championnat turc qu'il a signé à Galatasaray. C'est aussi parce qu'il y avait cette qualification et que pour l'instant, encore une fois, il reste deux matchs et qui vont être cruciaux, dont le match contre Manchester United. Donc, il peut encore changer la donne, mais pour l'instant, oui, ce qu'on voit de son transfert à Galatasaray, pour l'instant, c'est décevant. Pour l'instant. c'est ça. Et même en sélection, à son âge, il fait partie de la génération qui a joué la Coupe du Monde 2018. On attend de lui que ce soit un leader. Et malheureusement, il a pas vraiment les épaules et même le leadership pour prendre ce rôle-là. Je pensais Certes, pareil pour lui, tu vois. Je pensais que lui, il allait le faire après, on va dire, la Coupe du Monde et surtout la gestion Regragui. Parce que tu me ouais, corrigeras, tu vois, mais dans la manière d'appréhender, il y a un côté où, voilà, il semble dégager ça. Enfin, en tout cas, je l'ai entendu plusieurs fois, Regragui, que ce soit en conf de presse ou même en interview, où c'est aussi une histoire d'homme, en fait. C'est pas qu'une histoire juste euh, on va dire, d'entraîneurs et de joueurs. La sélection, c'est aussi une histoire d'homme et que si tu viens, on en a parlé tout à l'heure, si tu viens, c'est parce que tu es motivé, c'est parce que tu as envie. Et j'avais la sensation que Ziyech, ça avait toujours été compliqué ce côté-là parce que il avait eu des problèmes avec certains sélectionneurs, dont Vaïd pendant un temps, ça avait été compliqué, tu vois. Mais là, je sentais que ça y est, tu vois. Il avait trouvé, on va dire, l'entraîneur qui sait comment l'appréhender. Donc, ça y est, c'était encore une fois, lui aussi, il allait trouver la maturité et la plénitude en sélection pour être le vrai taulier. Et merde, ça fait chier, quoi. ah ouais, c'est ça. Et surtout que là, il y a, comme on a dit, il y a un Amin Adli qui vient en force, qui a été appelé. Et il y a quoi? Là, il a 2 rassemblements. Et honnêtement, avec ses performances, je vois mal Ziyech commencer un match en CAN. Pour moi, Amin Adli il bench Ziyech sur le banc et il prend sa place de titulaire tous les jours.
Parce que là, déjà qu'avec Oui. il est très bon. Et avec le Maroc, il est arrivé en express. Et malgré le timing, etc., il répond présent. Je crois il a mis un but. Ou il a Ah ouais, mis. ouais, non, mais puis il a une part, hein, il a une part Enfin, importante en plus. Hein. Il a une part importante. Leverkusen tourne super bien. Il fait partie et de la rotation et à certains moments de l'équipe type. Donc non, non, très clairement. Enfin, pour l'instant, sur les perfs, oui, c'est Amin Adli qui me paraît être le plus adapté. après, ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça pour les attaquants. Et le numéro 9 malheureusement, pour moi, ce poste-là, ça a toujours été un poste problématique avec le Maroc. Avec le Muntakhab, on a toujours eu un problème avec notre numéro 9. Bon, là, Youssef En-Nesyri, malheureusement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup dans sa mentalité. Mais malheureusement, je trouve qu'actuellement, il a pas les qualités, il n'a pas ce qu'on demande à un numéro 9. Le mec, en fait, son grand problème, c'est que pour qu'il soit bon, il faut le mettre dans sa zone de confort. Hmm. Et tu peux pas te permettre de faire ça avec un 9. Surtout avec le Maroc. Et même dans sa zone de confort, ça lui arrive d'être mauvais. On sait que son jeu de tête, Ah, c'est très, c'est très son atout dangereux, numéro un. son atout numéro un. Et quand tu te dis que même en provoquant ce jeu de tête-là, il arrive à être décevant, pour moi, honnêtement, il a fait son temps. Je le remercie de tous les services qu'il nous a rendus, surtout avec la concurrence qui arrive derrière. Il y a un Tissou Dali qui revient de blessure, qui Mhm. était très très bon, très technique. Il y a un Ibrahim Salah qui fait partie de la génération Ouais. U23, qui est très bon aussi. Et pour moi, même si je ne jouerai pas titulaire, pour moi, il faut l'appeler parce que le fait de, voilà, de même participer dans la liste à une CAN, ça te fait de l'expérience. Et pour moi, Ibrahim Salah, au vu de ce qu'il a produit avec le U23, ce qu'il produit avec Rennes, il a sa place dans cette liste-là. Et on a aussi un Ayoub El Kaabi qui est très bon avec l'Olympiakos, Mhm. qui aussi, il est dans le même cas qu'Harit, c'est un joueur qui est très bon au club, mais il patauge un petit peu avec la sélection. Mais pour moi, Youssef En-Nesyri, ça reste sélectionnable parce que voilà, c'est En-Nesyri, il joue en Europe, à Séville, etc. Et il répond toujours présent. Mais pour moi, il n'a plus autant ce statut de titulaire qu'il avait à la Coupe du Monde. Et moi, c'est ce qui me fait peur avec Regragui, c'est que est-ce qu'il va vouloir rester dans la continuité de la Coupe du Monde et rester buté dans ses idées et se dire ah bah je garde le même 11 qu'à la Coupe du Monde, alors il y a des faiblesses, il y a des lacunes dans ce 11 et il a les armes pour le corriger. Il a Bah, des. bah, d'un côté, je pense que pour le cas Thierry, Regragui va vouloir aussi peut-être le relancer, on va dire, avec cette confiance qui peut lui témoigner depuis sa prise de fonction. Donc, est-ce que après, pareil, c'est aussi une histoire de confiance, parce que Thierry, c'est aussi un peu ça. Et là, il est dans un club où c'est vraiment très, très compliqué. Vraiment, la Séville, ça ressemble à un bourbier sans nom. Ça a déjà changé de comment de coach. Enfin, on voit bien l'équipe, elle tient pas la route, il n'y a pas de jeu offensif. Donc, on le sait, Nesiri, il est dépendant du jeu collectif. Donc là, il n'est pas au max. C'est vrai que Nesiri, c'est un peu compliqué depuis le début de saison, avec surtout le début catastrophe de Séville. Ça ressemble à rien. Ils ont déjà changé d'entraîneur et ce joueur-là, bah, il a besoin aussi, je pense, d'avoir un jeu collectif, comme tu l'as dit, important et développé, sinon ce joueur-là difficile. Mais par exemple, derrière En-Nesyri, tu vois pas, on va dire, un qui pourrait lui prendre la place. Tu penses pas que Regragui va changer? Moi, spontanément, je pense qu'il va partir avec lui et il ira jusqu'au bout avec lui. Mais tu vois pas un là en capacité tout de suite dès le mois de janvier de s'imposer dans l'esprit de Regragui. T'en vois pas un autre? Bah, pour moi, je pense pas, parce que Regragui, il est vraiment dans cette histoire de continuité. Comme tu as dit, Regragui, en plus d'être coach, il marche vraiment à l'affect. On l'a vu avec Ziyech, on l'a vu avec En-Nesyri. C'est un coach, du coup, qui prend vraiment en compte ce côté humain. Et même au vu des performances, même si Tissou Dali, il est très très bon, il revient de blessure et il est bon avec Genk, mais à l'heure actuelle, je pense pas que, au vu du timing, surtout que le Maroc il pourra jouer que un match sur les deux,
vu qu'il y a le forfait de l'Érythrée. Ouais, Sur un difficile. match, ouais, sur un match, ça va être très très compliqué, voire même impossible d'inverser la tendance. Mais au moins, je me dis que pour la CAN, on a 2 voire 3 numéros 9 qui peuvent lui voler la vedette et qui ont les armes pour. Après, à voir si Regragui va faire tourner ou pas. Et le dernier évidemment, qui me laisse un petit peu, on va dire, songeur, c'est Sofiane Diop. Donc Ah, Sofiane Diop, c'est quoi? Est-ce que c'est, on va dire, un binational qui se décide sur le tard, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, un choix mûrement réfléchi d'un joueur qui voulait rejoindre le Maroc depuis le départ? J'ai l'impression que c'est pas forcément le cas, tu vois. personnellement, si c'est mon avis à moi, je suis assez dubitatif sur le joueur parce que on va pas se le cacher, on connaît tous les qualités qu'il a. Sofiane Diop, il Mhm. était très bon avec Monaco, mais son début de saison, il est vraiment poussif, voire même décevant Avec Nice, ouais. avec son club, avec Nice. Franchement, je dirais plus que voilà, c'est un binational qu'on a appelé pour vraiment sécuriser parce qu'on sait que voilà, même si on sait que c'est bloqué un petit peu avec la France au niveau de son poste, il avait des appels de pied, il avait des appels du pied, pardon, de la France. C'est plus un binational qu'on va appeler pour le coincer. Et voilà, il est sélectionnable avec le Maroc. Mais à l'instant T, Sofiane Diop n'a absolument pas sa place dans le 11 de départ. Clairement Oui, pas. non, non, ça, spontanément, oui, clairement, Je pense même pas, et je pense même pas qu'il ait sa place. Pour moi, je le ferais même pas rentrer parce qu'il y a des joueurs devant lui qui sont bien meilleurs, qui ont bien plus prouvé cette saison-là en club. Et surtout, Sofiane Diop, il arrive à un moment où, voilà, côté timing, c'est pas bon. T'as qu'un match à jouer avant la compétition. c'est vrai. Connaissant, connaissant Regragui, il l'a pas appelé juste pour faire joli et pas le rappeler à la CAN. Mm. S'il l'appelle maintenant, il va le rappeler dans sa liste pour la CAN et ça fait sauter une place. Est-ce que Sofiane Diop, il mérite vraiment de jouer Ouais, et d'être appelé difficile. pour cette CAN? Mm. Franchement, je pense pas. Bah, comme tu as dit, son début de saison, ça plaide pas forcément pour lui. Après, c'est vrai qu'à Nice, il est en concurrence avec un Jérémy Boga. Et Mm. compliqué parce que Nice a dépensé beaucoup sur Boga. Maintenant, il peut avoir un profil où il peut jouer un peu sur les deux côtés, il peut être un peu polyvalent. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut peut-être l'aider. Maintenant, oui, spontanément, je pensais pas à lui dans le 11 titulaire. Maintenant, voilà, je vois, c'est peut-être plus, comme tu as dit, pour sécuriser le dossier que la Fédé s'est accélérée plutôt que d'en faire vraiment une vraie, on va dire, une vraie priorité. Euh, Ouais, et et d'ailleurs, à ce sujet-là, Brahim Diaz, ça donne quelque chose ou là, parce que euh, c'est un dossier qui agite aussi depuis un temps. Il est passé par Manchester City, par le Milan, maintenant par le Real. Donc forcément, ça fait rêver. Maintenant, la carrière de Brahim Diaz, je peux tempérer en disant qu'il y a beaucoup de bons, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Est-ce que vraiment ça vaudrait le coup que le Maroc se mette, entre guillemets, au pied de Brahim Diaz? Parce que franchement, c'est un des dossiers chauds qu'on a avec Mohamed Ali Chaud. Mais Mhm. la vérité, je sais que c'est un dossier qui fait beaucoup, beaucoup de débats. Mais personnellement, Brahim Diaz, il a mais absolument pas sa place avec le Maroc pour moi. Entre en fait, le poste de milieu de terrain, il est doublé, voire triplé avec la génération U23. Et pour moi, même si voilà, Brahim Diaz, il peut justifier d'un certain palmarès, on va dire, en termes Mhm. de clubs européens. Il a joué dans des top clubs européens, certes, mais ça ne fait pas de lui une personne sélectionnable au vu de son niveau. Mais c'est même pas ça qui me fait dire ça, c'est surtout la lenteur du dossier et il fait des mains des pieds. Il a souvent joué sur les deux tableaux. Un coup, il voulait aller avec l'Espagne, il refusait les sélections du Maroc. Au final, il n'a pas été appelé avec la sélection espagnole et il revient vers le Maroc. Pour moi, ce Ça, genre de joueur ne mérite vraiment pas d'être sélectionné. Quand tu prends des mecs comme on a Bilal El Khannous, on a des Saibari, on a des Bouchouari qui jouent avec les catégories jeunes et qui sont appelés et qui ont des touches des sélections européennes et qui sont là en sélection jeune, ces ouais. mecs-là, pour moi, je préférerais avoir un joueur comme ça qui certes est moins talentueux qu'un Brahim Diaz, mais qui au moins est dévoué vraiment pour la sélection, qu'un mec plus talentueux,
mais qui fait des mains des pieds, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et je Ouais, trouve non, que non, je comprends. c'est un des soucis des binationaux avec les sélections africaines. C'est pas qu'avec le Maroc, on l'a vu avec Gouiri et Aouar avec l'Algérie. Il y a eu plein de cas comme ça en Afrique, c'est pas Bah, nouveau. c'est évidemment la raison pour laquelle forcément on pose la question. Maintenant, oui, au vu de ce que est en train de créer le Maroc, du groupe qu'a créé Regragui, c'est vrai que on aurait du mal, on va dire, à comprendre pourquoi la Fédé marocaine, on va dire, presserait à ce point-là pour absolument signer, enfin, j'allais dire, tu vois, signer, alors que c'est pas signé, c'est genre que Brahim Diaz rejoigne la sélection. Je pense que, voilà, il y a d'autres joueurs, comme tu l'as dit aussi, la génération qui a gagné la CAN U23, je pense qu'il y a moyen d'avoir des joueurs, Ouais. comme tu l'as dit aussi, pareil, qui sont plus dévoués, qui ont plus le maillot en eux, plutôt que, on va dire, un cas un peu opportuniste avec, bon, après avoir raté mon histoire avec la sélection espagnole, bon, bah, je me rappelle que j'ai de la famille et des origines marocaines, et donc je viens. Donc, oui, pareil, bon, déjà pour la CAN, non, mais même pour la suite, je pense que je crois pas non plus énormément à ce genre d'histoire, sauf cas particulier. Mais quand tu as 23, 24 ans, tu choisis par défaut et que c'est le signe de tractation et tout ça, Ouais. c'est pas bon signe. Bon, on arrive Surtout à la fin que de on arrive à la fin de notre débat. Euh, Tu restes, malgré donc là la revue d'effectifs qu'on vient de faire, tu restes toujours aussi sûr, malgré les certaines zones d'ombre qu'on a pu déceler au Maroc, tu es encore aussi sûr sur le favori numéro un, ou tu concèdes que cette année ça va être compliqué parce qu'il y a sacrément de la concurrence, encore une fois. aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ouais, il y a vraiment de la concurrence et ça va être pour moi une, si ce n'est la plus belle CAN qui va être organisée en termes de concurrence. T'as des grosses équipes. C'est vrai que, voilà, comme on a dit, le Maroc, il se porte pas aussi bien qu'on peut le penser. Mhm. Mais le côté affect, il me fera toujours dire que voilà, le Maroc, il a une grosse pièce à jouer, et surtout que voilà, ça fait quand même depuis 76 qu'on n'a pas gagné on n'a pas gagné de CAN. Ça commence à faire long là. Non, Et- c'est bien parce que, en fait, moi, j'ai pas osé ressortir la stat parce que ça allait forcément aller dans mon sens aussi. Mais oui, faut le préciser quand Ah, même. bah oui. Et depuis 76, forcément, les attentes même, j'ai envie de te dire juste, du supporter marocain de base, elles sont importantes. Donc, évidemment que le Maroc peut se mettre dans la peau d'un favori aussi, parce que on vient de le dire, il y a tout un tas de choses qui peuvent les mettre dedans. Maintenant, il y a évidemment ce passé plus ou moins récent qui est pas à l'avantage du Maroc, et qui fait forcément dire aux Marocains, je pense, ouais, on va attendre avant de se dire forcément comme favori numéro un, en fait. Toujours. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est que déjà, on va être vu comme l'équipe à abattre. Et en plus de ça, on se connaît. Notre pire ennemi, c'est nous. Faut pas qu'on se sabote et faut savoir garder les pieds sur terre et on verra bien, hein, mais une canne, c'est. Moi, j'arrive pas à me dire qu'on a autant de cannes que la Zambie. Bah J'arrive ouais, pas. ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on Cannes, s'intéresse. merde. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on soit, on va dire qu'on s'intéresse de près ou de loin au football africain. Quand tu regardes le palmarès et que tu te dis, mais non, en fait, il y en a que deux pour le Maroc, tu te dis, non, attends, c'est pas possible, tu vois. Non, il y en a pas deux, il y en a qu'une pour le Maroc. Non, il y en a qu'une. On n'a qu'une canne. On est allé en finale en 2002 ou 2004 contre la Tunisie, mais on n'a qu'une canne. Ah oui, la fameuse. Et oui, évidemment, Ouais, ouais. contre la Tunisie en Ouais. 2004. Exact, Non, exact. c'est 2004 ou 2002. 2004, ils Ouais. l'organisent chez eux, la Tunisie. C'est celle qu'ils ont remportée. C'est grave quand même, hein, parce que tu poses la question à n'importe qui dehors, tu te dis à ton avis, le Maroc, Bah, il a tu vois, combien je de me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je cannes? pensais que le Maroc en avait deux, tu vois. Non, on n'en a qu'une seule. Ouais, c'est chaud, Ah, donc non, 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 donc non, non, non. Là, c'est pas possible. Là, hein. Ouais, il faut véritablement qu'il y ait quelque chose qui soit corrigé. Maintenant, je l'ai dit, et on va être d'accord aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Tu l'as dit, ça risque d'être une des plus belles cannes à ce niveau-là, parce que ça va pas normalement se limiter à une ou deux ou trois sélections.
voilà, on l'a dit, il y en a 5, 6 véritablement qui peuvent, on va dire en fonction des parcours et des événements qui peuvent se passer, qui peuvent aller au bout. Et même, tu vois, on les met peut-être derrière, tu vois, une équipe comme la Tunisie ou le Cameroun, mais même, tu vois, ces équipes-là qui, sur le papier, sont pas les favoris numéro un, ben, on le sait, elles sont difficiles à sortir. Et avec un calendrier qui peut peut-être les aider, alors Cameroun, un peu compliqué parce que le premier tour avec le Sénégal, ça va être, ça va être compliqué. Mais tu vois, il peut y avoir aussi une sélection, c'est après le charme de toutes ces compétitions internationales, une sélection qui est un petit peu derrière, le Burkina Faso aussi, tu vois. Il y en a vraiment quelques-unes. Maintenant, moi, je reste sur un truc que j'avais dit dans mon avis tranché et encore une fois, je porte le maillot. Je pense que les Nigérians, ils vont être difficiles à aller chercher parce que leur puissance offensive, waouh, waouh, là c'est Toujours costaud. la même chose, hein. C'est souvent la même chose. Le Nigeria, on les attend tout le temps et au final, c'est Ah, ils sont souvent. décevants. Ah, ils sont Pas de problème. C'est ça. Bah, le Nigeria, tous les ans, on dit ah mais le Nigeria, il est favori. Le Nigeria, il est favori. Au final, ça sort assez tôt dans la Bah, compétition. tu le sais comme moi. Il y a aussi énormément de problèmes de mentalité, on va dire, dans l'approche de cette compétition. Que ce soit une compétition internationale lambda ou celle-là, la CAN, il y a un côté mental où si on va dire, t'es pas à 150%, bah, tu vas Ah, pas la gagner. Et c'est un peu le problème des Nigérians. Je suis pas un spécialiste des Nigérians, mais très souvent, c'est un peu ça. C'est qu'ils arrivent un poil arrogant. Vous énervez pas, supporters nigérians qui nous regardent. Il y a un poil d'arrogance et dans la manière de jouer, il faut à certains moments les piquer pour qu'ils se prennent au jeu et se mettent à jouer. Et à certains moments, ça leur a joué vraiment des tours avec des générations de dingues, vraiment, dans les années 2000 et passer complètement à côté. Donc, tu as raison. Moi, je les mets dedans, mais ces dernières années aussi, ils sont passés à côté en sortant à certaines fois au premier tour, alors qu'ils avaient des ouais, Dream Team, tu vois. Donc, c'est ça. Après, c'est compliqué de définir un vrai favori parce que, en plus, déjà que c'est dur parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais encore pire en Afrique parce que pour moi, en 2023, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il y a trop je d'équipes suis pièges. d'accord. Et pour moi, c'est la compétition où tu as des petites nations qui peuvent te créer la surprise et te sortir une grosse équipe. On l'a vu avec Bah, l'Algérie à la CAN, c'est pas nouveau. ah non, c'est ça. Et que, par exemple, je ne sais plus si c'est la dernière ou celle d'avant, ou les Comores qui participent pour la première fois c'est à la dernière, et, ben, se qualifient, je crois. C'est pourquoi? C'est pour les huitièmes, je crois. Non, ils n'étaient pas qualifiés. Ils sont arrivés troisième, mais ils ont battu le Ghana, je crois. Ils ont fait match nul contre le Maroc. C'était en Voilà. 2021, je crois. 2021, donc c'est pour la dernière. Donc, tu vois, ça Ouais, illustre bien ça. C'est-à-dire que même une toute petite sélection, entre guillemets, qui a peu d'expérience internationale ou on va dire qui a rien fait, on va dire dans un passé récent, bah, tu peux avoir une bonne génération. Et c'est aussi un des points positifs, entre guillemets, je trouve, moi qui vois ça aussi un peu avec mon œil d'Européen, c'est aussi, j'ai la sensation que le football en Afrique se professionnalise de plus en plus et que le ouais. niveau augmente et que on n'en est plus, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, à peut-être des compétitions où ça se résume à deux, trois équipes. Là, il y a vraiment une vraie concurrence de 5, 6, 7 pays qui peuvent vraiment aller loin. Et quand tu vas regarder l'intégralité, alors ok, il y en aura certaines qui seront faibles, mais même dans celles qui vont se faire sortir au premier tour, tu vas retrouver du talent dans certaines sélections, ce qui n'était pas forcément le cas, honnêtement. Il y a encore une quinzaine d'années où on voyait vraiment un gap entre les favoris et les autres. Là, on le voit, même les favoris, attention, pas sous-estimés, parce que tu peux tomber sur une équipe qui est bien en place et qui peut te mettre le match compliqué, alors que sur le papier, bah, normalement, tu es largement au-dessus. Tu vois. C'est ça, exactement. Tu as résumé le football africain en 3 phrases. Bah, honnêtement, je pense si on le suit un minimum, on le sait, il y a le papier, mais il y a aussi le terrain, et que ça soit pareil en compétition internationale lambda ou dans cette compétition-là, encore une fois, le mental, il est super important, et que il faut se mettre à la dimension en fait de l'événement, et c'est en ça que je fais un pas vers toi. Je pense que le Maroc, avec un mec comme Regragui à sa tête,
Je pense pas qu'ils vont sous-estimer. Je pense pas qu'ils vont arriver, on va dire, déjà gagnants dans la tête. Maintenant, Regragui, c'est une chose. Maintenant, c'est pas lui qui sera sur le terrain, hein. Donc, si les joueurs, ils ont pas envie de suivre le coach, ça suivra pas. Maintenant, au vu de tous les échos que tu nous as donnés, toi, bon, tu restes confiant. Ouais, plutôt confiant. Ouais. Eh ben, écoute, hein, de toute façon, ça va vite démarrer. J'ai vu le premier match du Maroc, c'est le 17 janvier. Ouais. Donc, et en plus, tu me confirmes, mais en fait, vous allez jouer là, en match de qualification, le premier adversaire que vous allez avoir en CAN, Non, le même adversaire en qualif, on l'a la CAN. en match d'ouverture. Donc, vous allez jouer 2 fois la Tanzanie. Ouais, Ok. au moins on sera préparé. Ah bah là, au moins, là, clairement. Là, vous savez clairement à quoi vous attendre. Là, vous partez pas en terrain inconnu au moment Ouais. au moment de démarrer la CAN. C'est ça. Bon, et ben écoute, je te remercie Reda. Un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Bah nous, on revient très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas vraiment à nous donner vos avis. Alors, supporters marocains et supporters aussi d'autres sélections africaines, vous inquiétez pas, c'est prévu que dans les prochaines semaines, on s'arrête aussi sur d'autres sélections. Là, on a fait un focus sur le Maroc, mais on va faire un focus sur d'autres sélections. On va pas les dire tout de suite parce que sinon, on va tout de suite nous dire et pourquoi eux et pourquoi pas eux. Donc, pour l'instant, c'est le Maroc, mais il y en aura d'autres d'ici le début de la CAN. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un Je sort. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et la Guido. Il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.